Salut Roger, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation, même si tu es quand même un peu chez toi ici, À la maison, oui. un peu à la maison, parce que tu es historien du communisme, tu es aussi directeur de publication de la revue Regard et tu viens de publier un ouvrage aux éditions Arcane 17, ça s'appelle Pourquoi la gauche a perdu et comment elle peut gagner. En gros, tu fais une critique raisonnée de l'histoire de cette gauche qui, notamment dans la période récente, a plutôt travaillé à attiser les colères plutôt qu'à nourrir en gros des horizons et des alternatives. On va y revenir, mais comme un des prétextes de cette interview, c'est la fête de l'humanité qui aura lieu ce week-end et que j'ai interviewé deux représentants, s'ils en sont, du Parti communiste français, à savoir Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers, et Julia Castagnier, qui est membre du Conseil national du Parti communiste français. Je voulais t'interroger là-dessus, sur la place particulière qu'a aujourd'hui et qu'a eu le communisme et le Parti communiste français notamment dans cette gauche. Est-ce que toi tu considères que cette place a toujours été à peu près la même? Est-ce que tu vois des évolutions, notamment au XXe siècle et au début du XXIe? Comment tu la qualifierais, cette place? Des évolutions, il y en a eu, il y en a toujours eu. Mais il est vrai que le communisme occupe dans l'histoire politique française une place à part. Pas une place séparée, mais une place à part. Pas une place séparée, c'est en fait le communisme s'inscrit politiquement dans la longue, j'allais dire, lignée de ce qui va s'appeler de plus en plus, notamment à la charnière du 19e siècle et du 20e siècle, la gauche. Donc le communisme est, j'allais dire, dès le départ, composante à part entière de la gauche, tout simplement parce que son origine est le socialisme et que le socialisme, dans la dernière partie du 19e siècle et au début du 20e siècle, avec notamment la grande figure de Jaurès, a articulé le combat ouvrier et le combat pour la gauche. Ce qui est l'originalité, je dirais, du PC, c'est qu'en fait, du communisme, pardon, c'est qu'il s'inscrit dans une double histoire. C'est d'une part l'histoire de la tradition de la politisation populaire, c'est-à-dire le parti communiste apparaît dès sa création comme un parti socialement déterminé, dans lequel notamment le groupe ouvrier occupe la position centrale. Le monde ouvrier en expansion, le monde urbain en expansion, trouve une expression politique à l'intérieur du communisme. Mais par ailleurs, le communisme politiquement s'inscrit dans une histoire longue de ce qu'on appelle la gauche. Cette histoire, elle commence en 1789. Au départ, la question qui sépare la droite et la gauche, c'est la question de savoir s'il faut donner plus de pouvoir au roi que l'on en donne à l'Assemblée, c'est-à-dire aux représentants élus de la population. C'est la première distinction. Mais peu à peu, cette division se nourrit de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est fondamentalement la question de l'égalité. La droite considère que l'inégalité naturelle est utile, c'est la compétition. La gauche considère que c'est l'égalité qui est la condition du vivre ensemble, du bien-être social, de l'équilibre social. La question de l'égalité. Mais à l'intérieur de cette question de l'égalité, c'est-à-dire la question qui unifie la gauche, des différences se manifestent de conception dès le départ. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais notamment à partir du 19e siècle, il y a une grande question qui va diviser, j'allais dire, ou qui va enrichir la complexité de la gauche. C'est, si on est pour l'égalité, comment on fait? Le capitalisme étant source d'inégalité, comment agit-on pour l'égalité à l'intérieur du capitalisme? Et là, il y a, j'allais dire, deux tendances, deux stratégies ou deux tendances qui s'expriment. Ceux qui considèrent que le capitalisme étant
d'une certaine manière indépassable, il faut s'inscrire dans ces mécanismes pour faire progresser l'égalité. C'est, j'allais dire, le courant qui propose au fond de s'accommoder du capitalisme, d'essayer d'adapter le capitalisme au combat de l'égalité. Puis il y a ceux qui disent que le capitalisme étant inégalitaire par essence, il faut rompre avec la logique même de l'inégalité pour construire l'égalité. Eh bien, le communisme s'inscrit dans cette histoire, il s'inscrit dans cette histoire en étant, j'allais dire, dans la partie gauche de la gauche, celle qui est soucieuse de pousser l'égalité jusqu'au bout, c'est-à-dire la logique, la rupture avec la logique qui produit l'inégalité. Et j'allais dire, en même temps, il se caractérise par son originalité sociale, il considère dès le départ qu'il ne peut pas y avoir de liberté véritable, qu'il ne peut pas y avoir de marche à l'égalité si ce qui est au cœur des dominés n'est pas en position de s'exprimer politiquement. En son temps, c'est le groupe ouvrier en expansion, le Parti communiste a porté sur la scène publique l'exigence d'une reconnaissance du poids et de tout ce que peut apporter le monde ouvrier, plus généralement les couches populaires, à la démocratie, à la République. C'est ça l'originalité du PC. Et est-ce que aujourd'hui, tu considères que le PC a toujours cette originalité-là? Je dis le PC, enfin le Parti communiste français, même si je sais qu'il n'est pas le seul à se réclamer du communisme dans le champ. Mais enfin, c'est vrai que quand tu fais, dans ton livre, quand tu décris, par exemple, tu dis on est dans une crise politico-sociale assez profonde, et ensuite tu décris des pôles, donc tu dis, bon, bah, il y a la gauche avec Mélenchon, il y a le centre avec Macron, il y a la droite avec Fillon, il y a l'extrême droite avec Le Pen, et tu te dis, bah, où est le Parti communiste? Est-ce que tu considères qu'il a totalement disparu de l'architecture générale du champ politique français, ou est-ce qu'il a encore une place, même s'il a une place réduite, mais il a encore une place, et notamment, parce qu'à plusieurs moments dans le livre, tu dis que la gauche et la droite, enfin le champ politique est déstabilisé par manque de cohérence en fait pas de ces blocs, mais de ces espaces. Est-ce que tu considères que le Parti communiste français, notamment, tient encore bon sur la cohérence et il peut encore faire figure de boussole pour la gauche? Je peux difficilement me prononcer sur ce sujet. Moi, ce que je constate, c'est qu'il existe. Il est là. C'est une organisation politique. Il y a des militants, qui a une implantation électorale rétrécie, très rétrécie, mais qui a une implantation. Cela dit, le Parti communiste de la période actuelle s'inscrit dans la continuité de l'histoire du communisme, mais d'une certaine manière, il n'est plus véritablement le communisme des origines, pour une raison assez compréhensible. C'est le Parti communiste d'abord né du rapport j'allais dire, au modèle pour aller vers l'égalité. Quand se crée le Parti communiste en 1920, il y a deux grands modèles. Il y a le modèle qui est le modèle à l'époque britannique, c'est-à-dire le modèle au fond d'adaptation au mécanisme du capitalisme, et puis il y a en 1920, il y a le modèle de la révolution russe, c'est-à-dire de la grande rupture émancipatrice avec la logique du capital. Le PC s'inscrit dans cette logique-là. Et il est évident que nous nous trouvons dans une situation radicalement différente, puisque un des modèles s'est effondré et que l'autre, entre parenthèses, le modèle travailliste, bat de l'aile. Donc, de ce point de vue, il y a quelque chose, une page a été tournée. D'autre part, j'allais dire, la dynamique sociale a changé. Quand se crée le Parti communiste, on est dans la longue phase historique d'affirmation à l'intérieur des catégories populaires d'un groupe central, le monde ouvrier, qui se constitue en mouvement doté de conscience et qui, de ce fait, peut peser en tant que tel dans l'espace politique. Nous n'en sommes plus là. Donc, j'allais dire, d'une certaine manière, le Parti communiste se réclamait de la grande révolution d'octobre et
se réclamer de la classe ouvrière, la place de la classe ouvrière n'est plus la même, et le mythe de la révolution d'octobre reste un mythe, mais le modèle s'est effondré. Donc on est dans un contexte complètement différent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire la chose suivante, qui nous renvoie alors à la situation actuelle de la gauche, hein, et pas simplement au communisme. On en dira quelques mots, je suppose, par la suite. Mais mon point de départ est le suivant. Au XXe siècle, quand il se crée, le Parti communiste, à l'intérieur de la gauche dans son ensemble, c'est-à-dire ce grand courant rassemblé par la passion de l'égalité, le Parti communiste incarne politiquement, a réussi à incarner politiquement, notamment à partir des années 30, le courant que l'on peut appeler comme on veut, alternative, radicale, révolutionnaire, celui qui est porteur de l'idée de rupture. Et ce courant, à partir des années 30, devient à l'intérieur de la gauche suffisamment fort, j'allais dire, pour dépasser les autres courants. Donc l'histoire du Parti communiste a été pendant une longue période l'histoire, j'allais dire, d'une gauche dans laquelle le courant, on va dire, de souche révolutionnaire, de rupture, et le courant plus modéré d'adaptation au capitalisme existe, j'allais presque dire, de manière équilibrée, mais avec une dominante du premier, c'est-à-dire du communisme. La question, c'est que, à mon sens, mais ça mériterait beaucoup de débats, faute de capacité à se transformer de l'intérieur sans renoncer à son idéal, ce communisme s'est étiolé. Et nous sommes trouvés à partir des années 80 dans la situation où, à l'intérieur de la gauche, ça n'est plus le courant, on va dire, de rupture qui donne le ton, mais au contraire, le courant, on va dire, socialiste, social-démocrate, et qui plus est, un courant socialiste qui de plus en plus va s'adapter ou va se couler à l'intérieur de cette originalité qui est la dérive du Parti socialiste vers la droite, ce qu'on a appelé le social-libéralisme. Et le résultat de ça, il se traduit, nous l'avons connu il y a peu de temps, par la déroute, par l'accumulation du déclin d'un côté du Parti communiste, faute de renouvellement, et de l'autre côté, de la dérive d'un parti socialiste qui, pour s'être enlisé dans le social-libéralisme, finit par perdre son utilité auprès de la population. Et moi, ce qui m'intéresse et en même me passionne et en même temps ne peut pas ne pas m'inquiéter, c'est la situation actuelle. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où, d'une certaine manière, on peut dire que le courant de gauche a retrouvé une place qui est une place extrêmement vigoureuse, qui se traduit par les résultats cumulés de la France insoumise, des communismes et de l'extrême gauche, avec notamment les scores de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, mais à l'intérieur d'une gauche qui est une gauche globalement affaiblie. Ce qui m'intéresse le plus n'est pas de savoir qui, à l'intérieur de la gauche, et notamment de la gauche de gauche, doit avoir plus de place qu'un autre. C'est pas ça ma question. Moi, ce qui me préoccupe véritablement, c'est la question suivante. Si on regarde ce qui se passe 2017-2022, du point de vue de la gauche, il y a quelque chose qui a été très clair. C'est-à-dire la dérive sociale libérale a été totalement sanctionnée et à nouveau, comme ça a été le cas à l'époque où le Parti communiste avait une grande importance dans la gauche, c'est une gauche de rupture, c'est une gauche véritablement à gauche qui donne le ton. Mais qui donne le ton à l'intérieur d'une gauche qui globalement est affaiblie. Et de ce fait, on a un double phénomène. Il y a d'une part un phénomène politique. Le phénomène politique, c'est tout simplement qu'on l'observe entre 2017 et 2022, la droitisation du macronisme ne profite que très modestement à la gauche, qui regagne quelque chose, mais c'est quand même petit par rapport à ce qui avait été perdu antérieurement, alors que de l'autre côté, l'effondrement de la droite classique booste le résultat
de l'extrême droite dans toutes ses composantes, et notamment, évidemment, la force centrale qui est le Rassemblement national. De ce fait, on a un double problème. Le double problème, c'est qu'on se trouve dans une société politique dans laquelle la gauche est devenue ultra minoritaire. Pour l'instant, elle ne dépasse pas le tiers des suffrages exprimés, d'un côté, et de l'autre côté, on voit une vie politique dominée par une droite, et une droite qui est de plus en plus droitisée, qui tourne ses regards de plus en plus vers l'extrême droite. Ça, c'est le problème politique. Et puis un second problème qui est le problème social. C'est les classes populaires qui sont confrontées à la crise, qui sont confrontées à la montée des inégalités dans toutes les dimensions sociales ou territoriales, comme le montre Cagé et Piketty magnifiquement, qui est confrontée à la crise démocratique. Les catégories populaires se trouvent à nouveau sur le bord du chemin. Soit s'abstiennent, soit malheureusement se partagent. Une partie minoritaire va vers la gauche, mais une grande partie de ceux qui votent, hélas, vont vers l'extrême droite. C'est cela le problème auquel on est confronté. Alors, il y a une proposition, on va dire une proposition stratégique ou philosophico-politique dont tu situes à peu près la naissance au début des années 90 avec la chute de l'URSS et du bloc soviétique. C'est le développement du concept de la notion de peuple. Et tu t'en parles beaucoup dans ton livre, tu dis à quel point c'est devenu important. Il y a même eu des tentations parfois de remplacer en fait le concept de gauche par le concept de peuple. On pense notamment à Mélenchon, à Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise au tournant de 2017. C'était leur proposition stratégique, on va dire, et philosophique. Aujourd'hui, ça s'est mu dans l'opposition bloc populaire contre bloc bourgeois, mais en fait ça dit à peu près la même chose. Toi, comment tu te positionnes par rapport à l'utilisation de cette notion de peuple? Est-ce que pour toi elle a un sens politico-sociologique, ou est-ce que c'est un mythe qui hélas n'est pas très actif? Historiquement, on n'a pas eu à choisir entre le peuple et la classe. Ce sont deux notions qui renvoient, j'allais dire, à des objectifs, à des horizons qui sont différents, mais qui se recoupent, qui même doivent d'une certaine manière s'articuler. Pour moi, la question, c'est pas de savoir s'il faut plutôt se tourner à nouveau vers la notion de classe ou s'il faut se contenter de la question de la notion de peuple. Pour moi, le problème est d'une autre nature. Le problème est le suivant. Pendant une longue période, à l'intérieur des catégories populaires, il y avait des facteurs d'unification. Des facteurs d'unification objectifs, l'augmentation jusqu'en 1975 des effectifs ouvriers, d'une part, la montée de la concentration urbaine, d'autre part, et par ailleurs, le fait que dans la lancée de la grande utopie égalitaire, l'égalité saine et sans culottes, la République démocratique et sociale du mouvement ouvrier, il y a ancré dans les catégories populaires l'idée qu'il est possible d'envisager une société qui ne soit pas une société de dépossession, mais une société d'émancipation. Ça, c'est ce qui caractérise, j'allais dire, le développement social et politique jusque, on va dire, à peu près aux années 70-80. Nous sommes entrés dans une autre phase, dans laquelle il n'y a plus de groupe central, dans lequel ce groupe central n'est plus adossé ou ne se développe pas autour d'un mouvement, le mouvement ouvrier qui lui donne la conscience de sa force et de son destin. Et nous nous trouvons dans une période où l'échec, j'allais dire, combiné de toutes les grandes tentatives de transformation sociale du 19e et 20e siècle, le soviétisme, l'État-providence, l'anti-impérialisme des mouvements post-colonisation, tout cela, d'une certaine manière, pour l'instant, a échoué. Et pour moi, le cœur du problème est là. Pour l'instant, nous sommes dans une situation qui fait que la colère sociale, quand il y en a,
colère qui est souvent couplée à l'inquiétude, l'incertitude, le sentiment de ne plus savoir où l'on va. Cette colère ne peut plus s'adosser à des représentations suffisamment fortes d'une autre société possible. Il n'y a plus de modèle que l'on peut avoir à suivre et on n'a plus même de véritable récit de ce que peut être cette société d'émancipation. Or, faute de pouvoir accorder la colère à ce sentiment d'un autre possible, de quelque chose qui dépasse les logiques de l'émancipation, la colère, trop vite, très vite, trop vite, se transforme en ressentiment, en recherche du bouc émissaire, à tentation, en obsession de la protection, en fantasme de la clôture et de l'exclusion. Et c'est ça qui est le problème à l'intérieur des catégories populaires. Si l'on veut, j'allais dire, retrouver la dynamique qui liait le sort des catégories populaires et celui de la gauche, si l'on veut retrouver cette dynamique qui les rapprochait, il faut trouver le vecteur pour cela. Donc attends, si je te suis bien, l'opposition qu'on entend beaucoup aujourd'hui, bloc bourgeois contre bloc populaire, elle n'est pas suffisante en fait. Je n'aime pas la notion de bloc. Voilà. Je ne suis pas là pour faire la guerre des mots. Voilà, un bloc ça existe, ça peut s'employer, ça s'est employé dans l'histoire. Mais le problème des blocs, c'est que ça fige. Ça fige des réalités qui doivent être en mouvement. Pour moi, le cœur du problème, c'est nous sommes dans une société qui repose sur l'exploitation, la domination, l'aliénation. Le maître mot, c'est la dépossession. Et sur cette base-là, il y a la possibilité de rassembler de façon massive ceux qui sont les victimes de toutes ces dépossessions. Pas seulement les ouvriers, pas simplement les pauvres des banlieues ou les pauvres du rural, pas simplement ceux qui sont victimes des inégalités matérielles et pas ceux qui sont victimes des discriminations, qui sont une forme, j'allais dire, contemporaine dont vivent les inégalités. Il faut rassembler tout cela dans leur diversité, mais les rassembler dans un projet commun qui est un projet de promotion par l'émancipation de toutes les catégories populaires sans distinction, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne peuvent pas vivre dans des conditions décentes et ne peuvent pas se développer à l'intérieur du système existant. C'est ça l'objectif. Donc pour moi, la question centrale, c'est d'une certaine manière celle de ce projet. Il faut avoir ce projet, il faut avoir ce récit qui permet de dessiner les contours d'une société d'égalité, d'émancipation, et il faut ajouter à ce récit le processus qui peut y conduire. Et ce processus, il n'y a pas une seule seconde d'hésitation, ce processus ne peut être que majoritaire. Et donc, à l'intérieur de cette démarche, l'objectif doit être, à un moment donné, non pas de fusionner la gauche dans un bloc uniforme, mais de faire converger la totalité des sensibilités de gauche, quelle que soit leur tradition et leur origine, et de permettre à cette gauche rassemblée de conquérir des majorités de second tour sur la base d'un projet désirable, pas un projet de violence, mais un projet d'une certaine manière qui combine l'égalité, la citoyenneté et qui rassure. Parce que l'alternative sociale, c'est la seule manière aujourd'hui d'éviter le basculement des sociétés dans la violence et du monde même, je dirais, dans l'embrasement. C'est ça qu'il faut avoir en ligne de mire. Moi, je te trouve un peu dur là dans ton exposé, mais aussi dans le livre sur l'absence de projet de la gauche en fait. C'est-à-dire que excuse-moi, mais ça fait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, même peut-être plusieurs centaines d'années que la gauche essaye de construire ce projet, qu'il y a force discussion, force débat, il y a des dynamiques en fait sur énormément de sujets qui font que, à la fin, on a par exemple, il y a des programmes qui ont été produits. Est-ce que toi, tu considères que tout ça, c'est du pipi de chat? Pas du tout. On ne part pas on ne travaille pas sur une table rase.
Il y a beaucoup de choses qui s'est accumulées au fil des années. Intéressantes ou pas, beaucoup de choses s'est accumulées. Il y a du mouvement qui a été fait, il y a quelque chose qui a avancé. Mais moi, ce que je constate, c'est que pour l'instant, en termes d'efficacité, et notamment d'efficacité politique, je constate qu'en gros, il y a deux discours qui sont parfaitement cohérents. Il y a d'un côté le discours que porte en fait le macronisme depuis le départ, hein, qui associe le libéralisme économique, on ne touche pas aux sacro-saintes règles du marché de la concurrence libre et non faussée, une gouvernance, comme on dit depuis 1975, qui est technocratique et de plus en plus autoritaire, et enfin l'idée que dans la mondialisation, il n'y a pas d'autre choix à un moment donné que de s'intégrer dans cette mondialisation, mais sur la base de la puissance. C'est-à-dire que la France joue le rôle d'une puissance à l'échelle, j'allais dire, d'un monde divisé. Ça, c'est un projet clair. C'est un projet qui est clair. Il y en a un autre qui est tout aussi clair. C'est celui que porte l'extrême droite, qui consiste à dire nous sommes dans un monde dangereux, nous sommes dans une société déchirée. Et par conséquent, ce qui domine, j'allais dire, c'est l'inquiétude. Face à cette inquiétude, la solution, c'est la protection, c'est l'obsession de la protection. Et une protection qui ne peut être, d'une certaine manière, dit l'extrême droite, que nationale. Et donc le troisième pilier, c'est le fantasme de la clôture. C'est en fermant, c'est les murs, c'est les barrières, c'est les barbelés, c'est en fermant et en protégeant, et donc en excluant, d'une certaine manière, à l'intérieur et à l'extérieur, que la France peut subsister. C'est le projet de l'extrême droite. Là, il y a de cohérence. Et je trouve que justement, du côté de la gauche, il y a des propositions, mais la diversité qui prend souvent la forme de bras de fer, de concurrence exacerbée entre les composantes de la gauche, font que cette petite musique qui est celle du projet, cette cohérence n'est pas visible. Et donc la gauche a des forces, elle a des propositions, rien, il n'y a pas de fatalité à ce qu'elle soit réduite à la minorité, mais pour qu'elle puisse retrouver son élan, il faut qu'elle puisse retrouver ce discours partagé clair autour des valeurs, j'allais dire, d'une autre société, autour des valeurs d'égalité, de citoyenneté, de solidarité, de partage, de mise en commun. Si elle est capable, j'allais dire, de porter de façon partagée, rassemblée ce type de discours, ce récit, elle peut retrouver à un moment donné le chemin des catégories populaires et permettre à la gauche de jouer la place qui doit être et qui peut être la sienne dans la société française contemporaine. Mais pour l'instant, je ne vois pas tellement, j'allais dire... la NUPES, c'était une première étape pour aller dans ce sens-là ou pas écoute, du tout? pour moi, la NUPES, comment dire, ça a été une chance, voilà. Il se trouve que sur la base de son bon résultat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, là pour le coup, a eu le déclic, une proposition politique, rassembler la gauche, qui s'est manifestée aux élections législatives et qui n'a pas été sans effet, puisque la gauche a retrouvé des voix à l'intérieur de l'enceinte parlementaire alors qu'elle n'en avait plus. Donc, le rassemblement de la gauche, de cette gauche-là, c'est un état de fait, et je considère pour ma part qu'il serait calamiteux de revenir en arrière. Mais ne pas revenir en arrière ne signifie pas se contenter de l'existant. Parce que la NUPES, telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne, et surtout telle qu'elle est perçue, avec notamment des inégalités et des effets de dominante en son sein, n'est manifestement pas en état aujourd'hui de rassembler toute la gauche. Et donc moi, tout à la fois, je dis clairement qu'il ne faut pas remettre en question la NUPES. Mais je dis, il ne faut pas se contenter de dire la NUPES, la NUPES, la NUPES. Il faut à un moment donné s'attacher à un travail partagé, sérieux, tranquille, pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer, comment il faut permettre à cette structure qui n'est pas un parti, comment permettre à cette structure de faire conjuguer
le pluralisme, la diversité et en même temps la cohérence, c'est à tout cela qu'il faut réfléchir, évidemment, sur cette base-là, trouver des formes concrètes et des stratégies, j'allais dire, capables de la faire vivre de manière efficace, mais sur la base de cette volonté d'aller de l'avant et pas simplement de dire, d'enfermer le débat dans la NUPES ou pas la NUPES. C'est la NUPES, mais la NUPES qui bouge. J'ai une dernière question. Dans les 2 derniers chapitres de ton livre, tu parles, dans l'avant-dernier chapitre, de guerre civile. Et tu dis, il y a l'alternative et l'antidote à la guerre civile. Et dans le dernier chapitre, tu parles des paradoxes de l'année 2023. Est-ce que tu es optimiste est-ce que la période fait que tu es plus optimiste ou alors tu te dis, parce que quand même tu parles de guerre civile, ce qui n'est pas un mot, c'est un mot fort, hein, c'est un concept fort. Oui, il est employé à dessein. Hein. Tu as remarqué évidemment que dans mon livre, je fais le clin d'œil classique que je fais, mais je ne suis pas le seul à le faire, hein, de la vieille formule de Romain Rolland reprise par Gramsci, disant il faut conjuguer l'optimisme, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Mais je crois qu'on est en plein là-dedans. C'est le pire, il n'y a pas de fatalité au pire, mais le pire peut advenir. Voilà. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre civile. Ce n'est pas parce qu'on parlait de mortier pour parler des lance-pétards, là, ou des lance-fusées, enfin je ne dis pas de feux d'artifice, là. Ça n'est pas parce qu'on parlait de mortier que c'était de la guerre civile. Que je sache, il n'y a quand même pas eu des dizaines ou des centaines de morts. Voilà. Bref, il n'y a pas de guerre civile. Mais la possibilité de la guerre civile existe. Parce que nous sommes dans une société déchirée. Déchirée par les inégalités, déchirée par les choix qui sont faits par, j'allais dire, les dirigeants de l'économie et les dirigeants politiques, déchirée par le fait que on a l'impression que tous les éléments symboliques d'unification s'effritent face à ces inégalités. Donc la possibilité de la guerre civile existe. Comme à l'échelle du monde, la possibilité de la conflagration existe. À jouer comme on le fait, le jeu des puissances, considérer à un moment donné que le surarmement, c'est normal, c'est nécessaire. Considérer que les instances de délibération internationale, c'est de la broutille. Tout cela conduit à une situation d'un monde qui n'est pas aujourd'hui devant, j'allais dire, la guerre mondiale, mais des conflagrations pouvant avoir des effets catastrophiques ne peuvent pas être, on ne peut pas faire comme si ça ne faisait pas partie du possible. Et donc, moi je me dis, il faut se dire, non pas, l'objectif n'est pas tant, j'allais dire, de rajouter de ce point de vue de la division à la division, de la colère à la colère, mais il faut au contraire, sur la base des inquiétudes, des peurs, des colères, il faut faire en sorte que ce qui domine à l'échelle de la société, ça ne soit pas des projets, soit d'abandon au règne de l'argent, soit de clôture du repliement sur soi, soit, j'allais dire, la droite macronienne, soit le Rassemblement national, mais que ça soit un autre projet. Et pour moi, un projet d'émancipation construit dans la durée, que l'on fait vivre à la fois dans les propositions, dans le récit et dans les mots et dans la manière de se comporter dans cette société, seul un projet de ce type est capable d'éviter le pire, c'est-à-dire la guerre civile à l'intérieur et la conflagration mondiale à l'échelle planétaire. Voilà, pour moi, c'est ça l'objectif. À partir de là, pour l'instant, pessimisme, parce que j'aimerais être convaincu que la poussée en France et en Europe de l'extrême droite n'est qu'une flambée temporaire. Mais pour l'instant, je n'en suis pas convaincu. J'allais même dire que malheureusement, j'ai plutôt tendance à penser que l'on vit le contraire. Mais à partir de là, encore une fois, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Si nous décidons d'agir ensemble, si nous décidons à un moment donné
de faire de l'émancipation la clé de l'avenir ensemble, la clé de l'avenir humain, ben, dans ce cas-là, nous pouvons éviter le pire. Mais pour ça, il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Optimisme, de la volonté, à condition qu'il y ait de la volonté et de la volonté partagée. Si c'est de la volonté d'un segment plutôt que d'un autre, ben, nous n'avons pas beaucoup d'avenir. Merci beaucoup, Roger. Merci à toi, Pablo.